Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo, ma foi, particulière parce que je crois que j'ai jamais fait ça et je crois que je n'ai jamais fait ça, ne serait-ce qu'en vidéo, ça c'est sûr, mais surtout entre guillemets dans la vraie vie. Donc c'est parti, on y va. Comme vous l'avez vu sur la miniature de cette vidéo, en tout cas si ça donne comme je l'imagine dans ma tête actuellement, vous savez de quel livre je vais parler. Il s'agit donc de La femme de ménage de Freda McFadden, publié ici aux éditions J'ai lu. Comme vous le voyez, je l'ai déjà entamé, mais on reviendra sur ça un tout petit peu plus tard. L'idée de cette vidéo est donc de parler de ce livre qui est un succès, et c'est pour ça que cette vidéo est née. C'est un succès, tout d'abord, il est de partout sur les réseaux sociaux, on en reviendra, notamment sur TikTok. Alors, je n'ai pas TikTok, Dieu soit loué, vu le temps déjà que je passe sur les réseaux sociaux. Donc, un phénomène, je vous disais tout d'abord sur TikTok, sur BookTok, et aussi sur tous les autres réseaux sociaux, il passe tout le temps. C'est un succès des réseaux sociaux, mais aussi un succès de librairie, un succès parce que tout le monde l'a lu, ou en tout cas j'ai cette impression-là. Ce week-end encore, des amis qui lisaient moins que moi ou avec qui on parlait très peu de livres étaient assez unanimes pour dire que soit elle avait lu, soit elle voulait le lire, et que c'était un projet assez court-termiste. J'ai l'impression que tout le monde l'a lu, que tout le monde a un avis sur cette question, qu'il soit positif ou négatif, et vraiment, j'ai jamais eu l'impression qu'un livre soit autant lu que ça. Peut-être l'amie prodigieuse d'Elena Ferrante, mais encore comme c'était à l'époque j'étais pas sur les réseaux sociaux, en tout cas sur les livres, enfin, pour parler de livres, je sais pas si la hype était au même niveau que pour ce livre-là. Donc vraiment c'est un succès surtout commercial et en librairie, puisque c'est le livre le plus vendu en France en 2024. Il a été vendu à 603 000 exemplaires, ce qui est énorme d'ailleurs. Enfin, moi j'ai du mal à imaginer ce chiffre-là, mais j'imagine que c'est quand même énorme. On est à plus d'1,5 million d'exemplaires vendus en 2024 en France de ce livre, ce qui est énorme. De plus, qui dit succès commercial, succès livresque, il va être adapté au cinéma, il me semble, avec notamment, si je dis pas de bêtises, l'actrice Sydney Sweeney, qu'on a vu dans Euphoria et surtout dans The White Lotus. Je sais pas trop quel rôle elle va jouer, mais c'est une actrice que je trouve très talentueuse. Donc voilà un succès, je pense, auquel on peut être que sensible, ou en tout cas qui ne peut qu'interroger. Moi je suis très curieuse de savoir, et c'est un peu l'objet de cette vidéo, ce qui fait le succès de ce livre. Je précise, et je pense que on le savait dès la publication du tome 1, que c'est une trilogie, donc en plus c'est un engagement sur une assez longue période, puisque 3 tomes, surtout pour des lecteurs et lectrices qui lisent moins et qui lisent je sais pas, 3-4 livres par an, c'est quand même un engagement pris. Donc, la question que moi je me suis posée et qui donne l'objet de cette vidéo, c'est vraiment la question de qu'est-ce qui fait ce succès littéraire, qu'est-ce que ça dit de notre société, qu'est-ce que ça dit de ce qui fait les succès littéraires, mais surtout qu'est-ce que ça vaut, comment moi, individu, avec mes goûts très particulier, avec mes goûts pour le coup individuels et très subjectifs, je réceptionne ce livre et qu'est-ce que j'en fais de l'histoire qu'il nous est racontée. Est-ce que pour moi il vaut sa hype ou pas? Est-ce que c'est un bon livre, un livre médiocre, un excellent livre? Est-ce que j'ai envie de continuer la suite, à lire la suite, à découvrir cette saga ou pas? Même question pour l'autrice, puisqu'elle a fait énormément de livres, au moins 3 autres livres, je crois. Donc voilà, j'avais envie de me positionner, moi, avec toute la subjectivité que je peux avoir sur cette lecture et surtout sur ce succès, et essayer de comprendre à ma modeste échelle ce qui fait ce succès, en plus du phénomène TikTok, du phénomène des réseaux sociaux, d'un marketing assez agressif, mais ma foi qui a bien fonctionné, et aussi aller essayer d'éplucher ce qui fonctionne dans l'histoire et ce qui a pu plaire aux individus qui l'ont lu, parce qu'en fait ça va dire des choses sur nous, lecteurs, lectrices, mais aussi sur notre société, que ça soit une société de consommation, mais aussi en tant qu'objet culturel. Voilà pour
la problématique que j'ai envie de dire de cette vidéo. Je n'ai pas la prétention de répondre à toutes ces questions, ou en tout cas d'une façon très développée. Je ne suis pas spécialiste du livre, encore moins sociologue de la lecture, de la littérature. Je n'ai pas de démarche scientifique dans cette vidéo, et c'est pas le propos d'ailleurs de la vidéo. Le propos, c'est juste une personne qui a l'habitude de parler de livres sur les réseaux sociaux, qui est bien consciente que tout ça est très subjectif, et qui va essayer à sa modeste échelle d'analyser ce phénomène de librairie. Et voilà, sans prétention aucune. Je précise que c'est un thriller, il est classé comme thriller psychologique. Alors je ne suis pas une spécialiste, encore moins du thriller. Je ne sais pas la subtilité qu'il peut y avoir entre thriller et thriller psychologique. Bref, je lis peu de thrillers, mais j'aime bien. Donc déjà, on part avec un bon a priori. Les thrillers haletants, j'aime bien. J'aime bien tout ce qui est page turner. J'aime bien les enquêtes, j'aime bien le suspense. C'est quelque chose qui me réussit plutôt bien dans mes lectures. J'ai rarement des coups de cœur en lisant ça, mais par contre, j'ai très 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 souvent de très bonnes lectures avec ce genre littéraire. Donc, puis c'est une autrice, ce qui ne fait pas de mal. Je précise ici encore également, et je le dis de manière très affirmée, très explicite, que dans l'analyse d'un objet littéraire, d'un objet tout court, mais là ici littéraire, qui a un tel engouement médiatique, un tel succès commercial comme nous l'avons vu, et surtout qui touche la plupart des franges de la population, mais notamment les jeunes, vu que TikTok, c'est un réseau social dont on sait que les utilisateurs et utilisatrices sont très jeunes, et aussi qui va plutôt toucher des personnes qui n'ont pas l'habitude de lire, donc qui n'ont pas l'habitude de lire beaucoup, et donc qui ont peut-être un capital culturel moins légitimé sur ces questions-là. On va avoir une question de classe qui va se poser, une question en lien avec le classisme, à savoir étudier un objet populaire au sens qui touche une large frange de la population, et donc par conséquent aussi des classes populaires ou des individus qui peuvent être éloignés de ce qu'on appelle les normes culturelles ou cette culture légitime. Et ben on peut avoir un regard assez misérabiliste sur cette question ou sur ces individus. Et je vais essayer, et je vais vraiment en l'affirmant ici de manière explicite aussi attirer votre attention sur ces questions-là. L'idée n'est pas de juger les goûts des autres individus, bien évidemment, chacun ses goûts, et je suis très 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 contente que un livre ait autant de succès et qu'on en parle, parce que du coup ça remédiatise la lecture et ça l'enveloppe d'une image beaucoup plus séduisante, notamment pour les jeunes et les personnes encore une fois éloignées de la lecture. Donc ça c'est vraiment un plus, mais il faut faire attention du coup quand on analyse un objet dit populaire, et là je reprends ce que peuvent dire les sociologues sur cette question-là, à pas avoir un regard du coup misérabiliste ou un regard condescendant, hautain, en se positionnant comme défenseur d'une forme de légitimité dans la culture, et de retracer, de réaffirmer cette frontière entre ce qui serait légitime et ce qui ne le serait pas. Et donc, encore une fois, le but de cette vidéo n'est pas de juger en me positionnant comme garante de cette norme de culture légitime, parce que pas du tout. Moi, je lis de tout, et encore une fois je n'ai pas de formation particulière dans la lecture, je suis juste une femme qui parle de littérature sur les réseaux sociaux pour arrêter de faire chier son entourage avec ces questions-là, et donc vraiment je vais l'analyser en tant que moi, Aurélie, personne très particulière, et donner mon avis sur ce livre comme je le fais sur plein de livres, mais avec cette question en tête qui n'est pas neutre du coup politiquement, à savoir on a un livre qui a énormément touché les jeunes, encore une fois TikTok, et aussi qui a ramené à la lecture des personnes peut-être qui lisaient moins ou différemment, et c'est vrai que les critiques qu'on peut lire sur ce livre de médias, notamment de médias qui se veulent intellectuels, posent cette question de la condescendance, en étant parfois, vu certaines critiques qui peuvent être écrites, très hautains, et juger ces personnes. Bref, maintenant que ça c'est dit, de quoi
parle le livre. Et ben en fait, malgré tout, malgré toutes les vidéos, les avis, les discussions que j'ai pu avoir ou voir sur ces livres avec les personnes, je sais pas trop de quoi parle le livre. Je sais que les grandes lignes, à savoir qu'une jeune femme, Millie, ça je viens de le découvrir, Millie est embauchée chez un couple de très riches aux États-Unis pour devenir femme de ménage et a priori il y a un secret, des secrets. Étrangement, j'ai pas vu beaucoup de spoil sur ce livre et donc tant mieux parce que je commence ma lecture sans trop savoir où ça va. Je n'ai aucune idée des tenants et des aboutissants de ce secret. Peut-être que c'est même pas un secret d'ailleurs. Donc j'avoue que j'y plonge en terrain assez méconnu. Et donc ça c'est cool pour la lecture, surtout que comme je vous le disais, c'est un thriller et donc si je suis spoilée de l'histoire, peut-être que je vais trouver ça moins haletant, moins passionnant, moins intéressant. Vous avez l'idée. Je sais pas pourquoi et du coup je m'interroge aussi sur ça et peut-être que j'aurai des réponses au fil de la vidéo ou peut-être que vous d'ailleurs vous aurez des réponses, mais comment un livre peut être autant médiatisé, notamment sur les réseaux sociaux et ne pas être spoilé parce que très souvent, les chroniques sur les réseaux sociaux sont spoilantes pour en faire. Je sais que des fois, je spoile des informations, même si j'essaie de faire attention. Autant dans les conversations interpersonnelles, c'est facile de pas spoiler, surtout qu'il y a une relation affective qui se joue et on a envie de donner envie à des personnes qu'on aime de lire ces livres-là. Mais c'est vrai que je me questionne sur comment on a pu avoir autant de médiatisation sur ce livre sans être spoilé. Et donc, je me questionne en lisant ce livre, en commençant la lecture de ce livre, sur la quantité d'informations que contient le livre. Et je me questionne sur est-ce que finalement il y a tant de choses que ça qui sont racontées dans ce livre-là. C'était un peu l'état d'esprit avec lequel hier soir j'ai commencé ma lecture. Et comme vous le voyez, j'ai déjà lu tout ça. Donc j'ai déjà lu un quart du livre. Team Mamie, vous le savez depuis que j'ai fait cette vidéo où j'échange mon rythme de lecture avec Lucie, mais moi je me couche très tôt et donc vraiment je l'ai dévoré, c'est peut-être pas le bon mot, mais je l'ai très rapidement avancé. Pour le moment dans l'histoire, on a uniquement ce dont je vous ai résumé dans le clip il y a quelques secondes pour vous. Voilà, on a cette Millie qui vient d'être embauchée, on connaît sa vie, on connaît un petit peu son passé, vraiment très légèrement, on sait juste qu'elle a été en prison, mais on ne sait pas pourquoi. Et on apprend un petit peu à travers son regard à découvrir la famille qui l'a embauchée. J'en sais pas beaucoup plus pour le moment. Par contre, je peux en 125 pages vous dire des choses sur le livre en tant qu'objet littéraire. Ça se lit très vite, ça se lit vraiment très vite pour deux raisons pour moi. Premièrement, parce que je trouve qu'il y a quelque chose de très hollywoodien dans la manière dont le livre est écrit. En tout cas, je comprends que l'adaptation soit intéressante à être mise en œuvre en film ou en série parce qu'il y a énormément de cliffhangers. Il y a des fins de chapitres qui se terminent sur des révélations qui donnent envie du coup de lire la suite. J'y reviendrai un petit peu plus tard sur ces cliffhangers, mais du coup ça marche, c'est comme l'épisode de série qui se termine avec quelque chose d'extraordinaire et qui nous fait cliquer sur l'épisode suivant. Donc ça c'est la première raison qui a fait que finalement hier j'ai continué ma lecture. La deuxième raison, et je suis obligée d'en parler ici, c'est la plume de l'autrice. Elle n'est pas très travaillée, il y a une écriture très orale. En fait on est très souvent dans la tête du personnage principal, donc de Millie, cette femme de ménage. On a l'impression d'être une amie de Millie et qu'elle s'adresse de manière très orale à Millie. Et donc on a une plume, je trouve, pas très travaillée, encore une fois, dans un style assez de l'oralité, ce qui fait que c'est facile à lire et que ça s'enchaîne assez rapidement à la lecture. Je suis pas très fan de la plume de l'autrice pour le moment, mais elle a les défauts de ses qualités, c'est-à-dire que, ok, le style est pas incroyable, mais du coup, ça fait que on lit très vite et j'imagine que pour des personnes qui ont peu l'habitude de lire et ou peu de temps pour lire, c'est quelque chose d'agréable à avoir entre les mains. Oui, parce que ce n'est pas un style d'écriture désagréable. À aucun moment je n'ai eu envie pour le moment de DNF, je dis ça à un quart du livre, donc c'est pas incroyable comme ressenti. Par contre, je vous parlais des cliffhangers et de cette manière d'écrire, je trouve très scénarisée, très
hollywoodienne. Il y a beaucoup de répétitions, il y a plein d'informations qu'on a plusieurs fois et en fait on a un genre de faux suspense, je trouve, qui est raconté dans le livre. Il y a plein de scènes qu'on a en fait pour nous faire rester. Je sais pas comment formuler ça. En fait, je trouve que les éléments sont mis pour nous faire rester un peu comme dans une série et je trouve que l'enchaînement des événements ou la manière dont nous, lecteurs, lectrices, on apprend les informations est faite de manière assez superficielle, que ça manque de complexité dans la narration du livre. Et autre chose qui m'a marquée, c'est la répétition d'informations. Mais vraiment, j'aurais dû compter, je pense que dans les premiers chapitres, la même information est répétée quasiment à tous les chapitres, sans que ça soit nécessaire. Mais en fait, et ça j'avais vu une vidéo sur ce sujet, si jamais je la retrouve, je la mettrai en barre d'infos, parce que j'avais trouvé ça très intéressant comme analyse. Les livres qui sont grand public, les livres qui sont destinés à un public beaucoup plus large qu'habituel, et donc un public composé de lecteurs, lectrices peu assidus. En fait, c'est des livres qu'on va lire dans le métro, dans les transports en commun, qu'on va lire entre deux rendez-vous ou en gardant les enfants, et donc où il y a une attention temporelle restreinte et où on va plutôt picorer le livre. Et qui dit picorer le livre dit aussi le picorer dans des endroits où l'attention est moindre, et donc on a besoin d'avoir des informations répétées parce que peut-être que le livre, on va le lire sur un mois par tranche de 5 à 10 minutes. Voilà. Je trouve qu'on retrouve ça dans La femme de ménage. On a énormément d'informations qui sont répétées. Et encore une fois, c'est un livre qui a été vendu à 603 000 exemplaires. Donc, il y a énormément de personnes dedans qui lisent peut-être comme ça. Et je me dis que la répétition de ces informations est destinée à ce public-là. Parce que moi qui l'ai lu pendant 1h30 hier d'affilée, je voyais bien les défauts et les répétitions. Et j'étais, ah oui, mais ça fait 4 fois que tu me répètes qu'elle a été en prison. Et je sais pas pourquoi. Ça fait 4 fois que tu me répètes ça. Et quel est le but en fait ? En fait, si je lis un chapitre par jour, peut-être que c'est des informations que j'aurais oubliées et dont j'aurais eu besoin qu'on me remémore. Que vous dire de plus à ce moment-là du point lecture ? Pas grand-chose. J'en suis à un quart, le début est pas forcément prometteur. J'ai envie que ça décolle. Je trouve là encore pour le moment qu'il y a un problème de rythme. J'ai hâte de savoir, j'ai hâte d'avoir évidemment des réponses à mes questions. Après, je sais que ça va pas être la lecture de l'année, mais je suis prête à avoir une très bonne surprise. J'espère juste que ça va être à la hauteur de ce que nous vend l'autrice dans les premières pages du texte. Je suis pas très difficile, moi je veux juste savoir pourquoi elle a été en prison et autre question que je peux avoir mais que je vais pas vous spoiler ici. Dans ma tête, l'idée c'est de faire un vlog et donc de revenir au moins 2 fois en point lecture avant mon avis final. Mais attention, ma semaine est une semaine, ma foi, très classique, très routinière, composée de travail, de beaucoup de copies à corriger, de sport et de moments de détente. Donc je sais pas trop ce que je vais réussir à filmer et ça sera peut-être juste une succession de mois face caméra parce que il y aura peut-être pas eu 1000 choses à filmer. Bref, on verra bien et moi je vous dis à très vite et pour vous, à dans quelques minutes. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est mercredi en fin d'après-midi, mais j'ai fini le livre en fait ce matin et d'ailleurs il me restait quasiment rien à lire. On peut dire que j'ai un petit peu glissé sur le programme qui était de lire ce livre-là en vlog et je pensais d'ailleurs le lire plus longtemps. Enfin qu'en tout cas ça allait me prendre plus de temps à le lire et force est de constater que pas du tout. Je l'ai quasiment lu en 2 soirs, 2 petits moments de lecture. Et vraiment, hier soir, je l'ai pas terminé uniquement parce qu'il était déjà très tard et que j'avais besoin de me reposer. Mais sinon, je l'aurais terminé hier soir. D'ailleurs, hier soir, au moment où je le lisais, j'ai lu quasiment 1h30 sans m'arrêter et sans voir le temps passer. Et c'était très plaisant. Mais du coup, je vais vous parler de cette
deuxième partie du livre. Parce que pour rappel, au début, au premier plan face caméra, j'avais lu qu'un quart du livre et là, je l'ai terminé. J'ai même pas lu plus que d'habitude, en fait. C'est juste que ça se lit hyper vite. Je me munis de mes notes et on y va. Tout d'abord, le premier point qui est essentiel pour moi, c'est à quel point ce livre se lit vite. Je l'ai dit là, à l'instant, mais réellement, j'ai lu quasiment 300 pages hier et je lis jamais 300 pages le mardi. Je n'ai rien fait de plus que d'habitude. J'ai vraiment gardé mon rythme de lecture et force est de constater que je l'ai du coup terminé. Donc c'est vraiment très plaisant. Je me dis que pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de lire, cette sensation que déjà moi j'aime, mais elle doit être très satisfaisante et du coup ça donne envie de le lire. Et d'ailleurs je fais un peu une petite parenthèse ici. La renommée de ce livre, la renommée, en tout cas sa popularité, me poursuit parce que depuis hier, il y a au moins 2 personnes qui m'en ont parlé et j'ai vu des personnes, des mamans attendre leurs enfants à l'escalade ce matin en lisant le tome, je sais pas combien, mais celui qui est rouge de cette saga. Donc vraiment, cette lecture est toujours aussi populaire et surtout, voilà, j'en vois de partout. Bref, donc ça se lit vite, tant mieux parce que comme cette mère qui lisait au milieu d'un brouhaha incroyable, c'est un livre qu'on peut dévorer assez facilement n'importe où et qui demande pas un niveau de concentration très exigeant. En plus, j'ai trouvé que la narratrice Millie était assez drôle et par moments vraiment j'avais un petit sourire aux lèvres du fait de ces petites blagues ou de ces petites remarques acerbes, donc c'était pas pour me déplaire. Deuxième point, c'était l'intrigue. C'était assez prenant, mais pour un thriller, il y avait rien de très surprenant. J'ai quasiment tout vu venir. Et je vous le disais dans le plan précédent, je ne lis que très rarement de thrillers et il faut savoir aussi que je déteste prévoir ce qui va se passer dans les lectures. Je lis, pareil pour les séries et les films, je lis ou je visionne des séries-films en posant mon cerveau et en n'essayant pas du tout d'anticiper ce qui va se passer. C'est quelque chose que je déteste faire et surtout je déteste qu'on fasse ça à côté de moi et je suis très nulle du coup pour faire ça. Et si là j'ai tout vu arriver, c'est que vraiment c'était très téléphoné parce que je n'ai pas cherché, je me suis juste laissée porter par ce livre. Il y a un seul truc que j'ai pas vu arriver et je trouve que si cet élément-là que je vais pas donner parce que voilà, encore une fois, je vais pas spoiler, si cet événement-là n'était pas arrivé, je me serais vraiment ennuyée dans le récit, je l'aurais pas trouvé aussi haletant, aussi prenant et surtout, j'aurais trouvé qu'il y avait certains points assez problématiques. Je vais y revenir juste après. Donc quand même, on retient que c'est assez prenant, même si il y a énormément de répétitions et que ça ne s'améliore pas dans les pages lues hier, qu'on a su 50 000 fois la même information, vraiment, et je n'exagère pas, mais il y a eu un événement qui a fait qu'il y a eu comme un second souffle en fait dans le récit. Et donc, encore une fois, j'aime bien cette sensation de pas poser le livre ou de pas voir le temps qui défile en lisant. Ça veut vraiment dire que j'étais à fond dedans. J'aurais peut-être dû commencer par dire que j'avais mis 3 étoiles sur 5 au final, ce qui se comprend avec peut-être ce que je suis en train de vous expliquer là maintenant de suite. Bref, troisième point que je voulais aborder, c'était les relations. Et là, par contre, on a des personnages peu développés, vraiment en termes de caractère, d'émotion, de passé. C'est assez sommaire. On n'est pas sur un développement et une psychologie très fine des personnages, loin de là. Et en fait, je pense que ça fait partie de la manière d'écrire pour que ça soit page turner. En fait, on se prend pas la tête et on se prend pas la tête sur les réactions des personnages, sur leur passé, sur leurs sentiments. Bref. Donc, on a des personnages peu développés. Par contre, on a des relations qui sont décrites, notamment entre les femmes, qui me semblent très problématiques. En fait, c'est problématique, mais en fait, c'est stéréotypé et c'est cette représentation caricaturale qui manque de finesse en fait, mais parce qu'on a aussi des personnages peu développés, ça se rejoint, qui pour moi est problématique maintenant au 21e siècle, en 2025, on peut plus écrire ça. On a que des relations entre femmes qui sont l'une et l'autre jalouses, qui sont jalouses l'une de l'autre, qui attendent que l'une part
pour faire des ragots sur le dos de la personne qui est partie. On a vraiment des relations toxiques. Les femmes, c'est vraiment ce cliché du combat de femmes pour être, on sait pas trop quoi en plus, peut-être la mieux vue aux yeux d'un éventuel homme. Enfin, voilà, je trouve ça assez problématique d'écrire ça, et surtout la relation au début entre Nina, donc la riche femme qui embauche Millie, la femme de ménage, qui repose essentiellement sur ça et essentiellement sur, initialement, parce que ça va changer dans le récit, la crainte que Nina a, à savoir que Millie va lui voler son mari, et la crainte que Millie a, que Nina s'imagine qu'elle veut lui voler son mari. Bref, vous avez suivi. Et en fait, il y a plein d'autres relations qui peuvent se jouer entre deux femmes, et que je trouve ça toujours très problématique de décrire les relations féminines uniquement comme ça. On aurait pu avoir, je sais pas moi, de la sororité par exemple. Alors la relation entre Nina et Millie va changer, et c'est ça le plot twist qui m'a surpris et qui va expliquer le changement de cette relation. Mais dans la première moitié du livre, on n'a que ce type de relation qui est décrite, et c'est, ma foi, bien problématique, d'autant plus que les relations hommes-femmes ne sont vécues et écrites que sous le prisme de l'amour hétérosexuel. Bien sûr, le reste n'existe pas. Les hommes sont tous beaux, attirants, et on a tous envie de coucher avec, et les femmes se mettent en quatre pour devenir des objets de désir sexuel pour ces hommes. Donc vraiment, j'ai trouvé ça assez problématique. Et le quatrième point que je voulais aborder, et ça fait partie de ce plot twist, donc il se passe quelque chose qui fait qu'on va complètement, ou en tout cas moi, en partie changer d'avis sur le personnage de Nina, et c'est comme ça qu'elle construit le récit. Nina est présentée dans la première moitié du récit, donc dans ce qui est appelé la partie 1, comme une personne totalement folle, et en fait on va se rendre compte dans la partie 2 où il y a des points de vue de Nina qui sont intégrés au récit, ce qui est assez mal fait vu qu'il y a énormément de répétitions entre les points de vue de Nina et de Millie. Bref, et donc grâce au point de vue de Nina, en fait on va apprendre pourquoi elle réagit comme ça. On a un début d'ouverture sur les questions de santé mentale, de folie, des problèmes mentaux au sens général du terme. Même si c'est traité superficiellement, ça a le mérite au moins d'y être, d'être évoqué, aussi d'avoir une réflexion sur pourquoi on croit toujours l'homme dans notre société et pas la femme. Alors vraiment, c'est des esquisses de réflexion, n'allez pas chercher beaucoup plus loin que ça, mais je me dis que ça a le mérite d'exister dans un livre aussi, encore une fois, populaire. Et du coup, à ce moment-là, j'ai bien vu la dimension thriller psychologique. Pourquoi on va avoir ça qui se joue en plus dans ce récit. Je sais pas si c'est bien fait parce que, encore une fois, je suis pas du tout une spécialiste du thriller et que j'en lis trop peu pour juger. Et dernier élément, ça c'est une trilogie. J'aime beaucoup ce qui est esquissé à la fin du livre et qui laisse présager du tome 2 et de l'histoire du tome 2. Mais j'ai peur que ça soit dans la réalisation du tome 2, même si l'idée est intéressante sur le papier, une copie de ce tome 1. Et donc déjà que dans le tome 1, je trouvais qu'il y avait énormément de répétitions. Si le tome 2 raconte peu ou prou la même histoire que le tome 1, ce qui pourrait être crédible du coup dans la narration, je trouve que l'idée du tome 2 est très bien amenée. J'ai peur de ces répétitions. Donc ça, c'était pour mon avis au fil de la lecture. C'est les notes que j'ai prises au fur et à mesure. Maintenant, j'aimerais bien évoquer avec vous mon avis final et un petit peu le bilan de ma lecture de cette expérience, et du coup essayer de réfléchir aux questions que j'avais soulevées dans, entre guillemets, l'introduction. J'ai mis, comme je vous le disais, 3 étoiles sur 5 à cette lecture parce qu'en fait, j'en attendais pas grand-chose et que le contrat a été rempli, non pas de manière incroyable, mais le contrat a été rempli. J'ai voulu lire un livre et passer un bon moment de lecture. Force est de constater que ça l'a fait et que les moments où j'ai lu ce livre, j'ai passé un bon moment, en fait, c'était plaisant, c'était divertissant, j'ai pas vu le temps passer, quand bien même j'étais fatiguée. Donc le contrat sur ça est rempli. Maintenant, je trouve qu'il a tous les défauts d'un livre grand public
et de ces phénomènes de médiatisation et de popularisation à extrême des livres, notamment sur les réseaux sociaux. C'est un livre qui est consensuel, qui doit plaire, et je pense que c'est ainsi, soit qu'il est écrit, soit c'est parce qu'il est écrit comme ça qu'il est popularisé et mis en avant sur les réseaux sociaux, mais c'est un livre consensuel, c'est-à-dire qu'il est là pour plaire à tout le monde. Je trouve qu'il y a très peu d'engagement politique dedans, que ce soit sur les problèmes mentaux que j'ai évoqués tout à l'heure, mais aussi sur des questions beaucoup plus féministes en fait. Il est un pâle reflet d'un monde environnant un petit peu moyen, médiocre. Et du coup, je comprends qu'il plaît à tout le monde sur ça. Il n'y a vraiment aucun parti pris politique dedans. Ce qui, moi, me dérange d'autant plus que les valeurs prônées dedans sont tellement éloignées de mes valeurs que du coup, j'ai trouvé ça assez problématique. Évidemment, je trouve aussi, mais ça j'en avais parlé peut-être plus longuement, un style d'écriture caractéristique des livres qui sont destinés à être picoré, d'être lu comme ça par moments. J'évoquais cette dame qui lisait en attendant son ou ses enfants à l'escalade ou dans le métro. Des moments où on n'a pas beaucoup le temps de lire et où on a besoin d'avoir peut-être une répétition d'informations, d'autant plus quand on n'est pas un lecteur ou une lectrice assidue qui a l'habitude de lire et qui lit de temps en temps. Et donc ça se ressent dans l'écriture. J'ai trouvé l'écriture très lourde, très répétitive. Franchement, je pense que c'est le plus gros problème de ce livre-là. Oui, c'était pas la lecture de l'année, bien évidemment. Oui, il a ses défauts, mais en même temps, je trouve qu'il a les défauts de ses qualités, les qualités de ses défauts, à savoir, il est haletant, il est prenant, et moi je comprends qu'on ait envie de le lire, de le recommander, et de le mettre entre les mains d'autres personnes. Oui, il y a des choses qui sont problématiques et dont il faudrait qu'on discute, notamment le traitement des relations homme-femme et femme-femme, mais une fois que ça c'est dit, le moment de lecture divertissant est rempli, et donc le contrat est au moins partiellement rempli. Est-ce que je le recommanderais ? Non, parce que pour moi, il a des défauts et que c'est pas un livre dans lequel je me suis pleinement retrouvée. Par contre, si quelqu'un arrive avec une problématique d'un livre sans prise de tête, juste pour lire ou pour retrouver le goût de la lecture, oui, je pourrais conseiller ce livre en évoquant avec des astérix ces problèmes-là, ou peut-être que ça fera l'objet d'une discussion par la suite avec la personne à qui j'ai conseillé ce livre-là. J'en ai pas parlé, mais ça reste une femme qui a écrit ce livre-là, et en fait, je trouve ça déjà très cool que le livre le plus lu et vendu en 2024, ça soit le livre d'une autrice, parce que mine de rien, ça met quand même en avant des femmes, et ça reste toujours très cool. Quant à moi, qu'est-ce que j'ai pensé de cette expérience ? Qu'est-ce que je vais en faire maintenant de ce livre ? La première question, c'est est-ce que je vais lire le tome 2 ? En fait, je suis pas du tout fermée à lire le tome 2. J'ai très peur, comme je vous le disais, qu'il soit une pâle copine du tome 1, même si la dernière amie qui m'en a parlé et qui a bien aimé m'a dit que le tome 2 était largement meilleur que le tome 1. Donc pourquoi pas tenter. En tout cas, je vais pas le lire là maintenant, je vais pas les enchaîner. Clairement, c'est un livre qu'il faut, en tout cas pour moi, sans que ça soit péjoratif de dire ça, un livre qui n'est pas le livre que je peux lire dans ma vie de tous les jours avec des longues plages de lecture devant moi. Je pense que c'est un livre qu'il faut lire, que moi je devrais lire dans des moments où j'ai moins de temps de lire, où il y a plus de bruit autour de moi. Et donc je me dis pourquoi pas lire ça à la plage en été. Ça fera très bien le job, ou en voyage. Enfin vous voyez, un moment où j'ai peut-être moins le temps de me poser et de lire. Pourquoi pas à essayer ainsi, peut-être que je serai moins marquée par les nombreuses répétitions. En tout cas, je fais pas de la lecture de ce tome 2 une priorité, pas du tout. Si un jour il me tombe par je sais pas trop quel moyen entre les mains, je le lirai. De la même manière que si un jour je n'exclus pas avoir une panne de lecture dans ma vie, je pense que ça peut être un bon livre pour sortir d'une panne de lecture. Est-ce que je lirai les autres livres de cette autrice ? Je suis pas fermée à. Faut-il encore que, comme pour le tome 2, il m'arrive entre les mains, ça sera pas un achat de ma part, ça sera pas une priorité. Donc voilà. Et qu'est-ce que j'ai pensé de cette expérience ? Je trouve ça toujours très intéressant de se faire son propre avis sur un phénomène culturel aussi populaire, j'ai envie de dire aussi massifié. Et finalement, j'avais pas de préjugés
trop fort dans un sens ou dans l'autre. En commençant cette vidéo, je me suis pas dit que ça allait être horrible. Et finalement, j'en ressors avec un avis très proche de mon avis initial. Oui, je comprends ce qu'il plaît dans le livre. C'est ce que, en fait, moi, j'ai retrouvé et c'était les critères que j'avais initialement. Encore une fois, un rythme de lecture très prenant, une lecture pas prise de tête, des enjeux, même s'ils cassent pas trois pattes à des canards. Je retrouve les défauts que je m'étais imaginé avant même de le lire, la construction des personnages, des propos parfois problématiques, des répétitions, des longueurs. Et finalement, en fait, ce qui en ressort de tout ça, c'est une question dont j'ai pas la réponse, mais qu'on retrouve d'ailleurs dans, je vais y arriver, on le voit ici, dans Yellowface de Rebecca F. Kuang, qui est pas un livre que j'ai particulièrement adoré, mais je trouve qu'il montre très bien le propos que je vais illustrer là maintenant, en tout cas, qu'il illustre très bien le propos que je vais mentionner là maintenant, à savoir comment on médiatise les livres et comment on choisit quel livre va être médiatisé et par quel réseau. Et je trouve que analyser ce phénomène-là pour la femme de ménage, ça serait limite un cas emblématique. On a choisi ce livre qui a des qualités, qui a des qualités pour plaire au plus grand nombre et on l'a médiatisé, on a tout fait marketingment parlant pour qu'il soit connu et ça en a fait un succès de librairie qui, faisant un cercle un peu vertueux, a entraîné d'autres publications sur les réseaux sociaux, par exemple cette vidéo, qui a donné envie de lire à d'autres gens, etc. Et je trouve qu'en fait, ce qui est un plus intéressant dans ce phénomène, c'est d'analyser la médiatisation, le marketing qu'il y a eu avec ce livre-là, et du coup réfléchir à nos pratiques littéraires, réfléchir à ce qui se joue, pour reprendre les termes de Bourdieu dans le champ littéraire, réfléchir à qui domine ce champ littéraire, qui sont les dominants et selon quels critères un auteur ou une autrice peut devenir dominant. Et du coup, réfléchir à nos lectures, à nos modes de consommation avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, mais on le sait, ça marche pas que pour les livres, ne mettent pas forcément en avant le meilleur livre. Déjà, faudrait-il y avoir des critères pour choisir le meilleur livre, mais mettre en avant aussi, parce que ça reste une économie florissante, le livre qui a le plus de chances de plaire au plus grand nombre. Et là, ça a fonctionné. Donc c'est plutôt ça qui m'a amusée, qui m'a intriguée, qui m'a intéressée dans ce parcours de vidéo, de réfléchir à ces questions. Évidemment, je n'ai absolument pas les réponses à toutes ces questions. Je les laisse aussi ouvertes parce que je trouve ça toujours très intéressant d'en discuter avec d'autres personnes. Et voilà. J'espère que cette vidéo et surtout cette petite analyse et ce petit blabla, ma foi, littéraire vous aura plu. En tout cas, encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter, peut-être un emoji bleu pour faire écho à cette couverture. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, lisez bien. Au revoir!